quand je vois l'immense sentiment anti-français qui se répand partout en Afrique, je suis à la fois très lucide et très conscient que la France a une part de responsabilité dans cela, et à la fois je suis très inquiet, très triste des perspectives euh, auxquelles ça conduit. Et je crois qu'il est urgent de réviser totalement notre vision, notre rapport entre l'Europe et l'Afrique, entre la France et les différents pays d'Afrique francophone. Et, la chose très concrète à faire, c'est arrêter ce rapport asymétrique où on vient soutenir plutôt des chefs d'État qui ne sont pas des démocrates, et pour ne pas dire des dictateurs, qui, au nom de quelques contrats de grandes entreprises françaises, qui d'ailleurs finiront par s'épuiser. Parlons de peuple à peuple, et non pas de chef d'État à chef d'État. Parlons de peuple à peuple. Bonjour Nicolas Leron, merci de répondre à nos questions. Vous êtes assistant parlementaire du député Sébastien Nadeau, secrétaire général du nouveau parti EDD, Éducation, démocratie, dignité. Vous êtes aussi auteur d'un ouvrage intitulé Souveraineté, l'obsession des nations. Rebonjour et bienvenue sur notre plateau. Bonjour, bonjour Christian, merci. Merci de votre disponibilité. Bienvenue à vous aussi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Si vous nous rejoignez pour la première fois dans Droit de savoir, vous avez bien fait de choisir TLR TV. Moi, c'est Christian Perrin. Nicolas, avant d'entrer dans le vif du sujet, actualité oblige, quelle analyse faites-vous de la situation en Ukraine, notamment l'invasion russe de l'Ukraine? Quel impact cela pourrait avoir dans le monde de demain, les perspectives géopolitiques, géoéconomiques et géostratégiques, si possible? Tout d'abord, avec cette guerre de la Russie, qui est une guerre très frontale, très classique, très explicite, un État qui agresse un autre État, qui envahit un autre État, ben, tout simplement l'Europe, l'Union européenne, quelque part redécouvre euh, la réalité du monde, en fait, tout simplement. L'histoire, la permanence de la guerre, ou la permanence plutôt de la potentialité de la guerre, et l'impératif de s'y préparer, d'y faire face, d'avoir les armes pour assurer sa propre sécurité, sa propre défense. Et donc c'est une forme de comment dire de retour à la réalité du monde en fait, qu'expérimente l'Europe, les Européens. La guerre, c'est pas simplement loin ou aux marges du continent, c'est vraiment sur le continent européen, avec la crainte, avec la peur que cela aussi entraîne, le risque d'une escalade que l'on ne pourrait pas maîtriser, une forme aussi d'incompréhension face à un régime politique russe, poutinien, qui, lui, assume, comment dire, pleinement, sans complexe, le rapport de force, euh, la, la parole des armes, en fait, tout simplement. Et donc, les Européens, nous, on doit apprendre à vivre dans ce nouveau monde géopolitique. Alors, votre livre est intitulé, je le rappelle, Souveraineté, l'obsession des nations. Probablement qu'on va y revenir, mais ici, apparemment, nous avons entendu un certain discours d'ailleurs des pays européens qui font partie de l'Union européenne, l'Allemagne, la France, qui pensent que désormais ils doivent s'armer, que chacun doit assurer sa propre défense. Or, dans ce qui les réunissait, il y avait aussi cette défense, l'OTAN, je parle bien de l'OTAN. Désormais, on peut encore parler de la souveraineté européenne. Mais justement, dans mon livre, ce que j'essaie de montrer, c'est qu'il y a deux écueils qui sont à la fois opposés, mais qui sont comme les deux faces d'une même pièce. Vous avez le souverainisme d'un côté, et c'est, vous savez, tout ce discours en France qui est notamment porté par des candidats comme Éric Zemmour ou Marine Le Pen, ce discours qui veut que on devrait récupérer, se recroqueviller sur notre souveraineté nationale, euh, comment dire, ne compter que sur nos seules forces, être indépendant, libre de toute attache, de tout partenariat, sortir de l'Union européenne ou du moins s'en détacher. Et ce qui, à mon sens, est un défaitisme, est un contresens historique.
la France, qu'on le veuille ou non, avec son passé, avec son présent et son avenir, avec ses forces et ses faiblesses, elle est aujourd'hui dans l'ordre du monde du XXIe siècle, elle est une puissance moyenne en termes de taille, en termes de capacité militaire, en termes de puissance économique. Et donc, la France n'est plus à l'échelle, seule n'est plus à l'échelle du monde face aux États-continents comme les États-Unis, la Chine, la Russie. Et Mais donc, est-ce que cela le justifie évidemment Emmanuel Macron qui parle justement, de la souveraineté justement, européenne? d'un côté, vous avez ce souverainisme qui est un défaitisme, qui n'est pas du tout à la hauteur du XXIe siècle. Et de l'autre côté, vous avez une forme d'illusion ou de discours qui ne veut pas dire grand-chose, en fait. La souveraineté européenne, ça ne veut rien dire si on y pense En réellement, fait, quand il parle sérieusement. de la souveraineté européenne, à quoi Pourquoi fait-il illusion exactement? Pourquoi c'est une illusion? Parce que la souveraineté, il dit la souveraineté européenne viendra renforcer les souverainetés nationales. Mais la souveraineté, ça ne se partage pas, ça ne se divise pas, ça ne se dédouble pas. Il ne peut pas y avoir une souveraineté européenne et en même temps, vous savez, le fameux en même temps, une souveraineté française. Les nations, et c'est ça aussi ce que je dis dans mon livre, les nations, comment dire, perdurent, perdureront tout au long du XXIe siècle. Et les nations, elles sont souveraines. La France est souveraine. Et le sujet, en fait, et c'est tout le sens de mon propos, la souveraineté, c'est pas le sujet, c'est pas le problème, en fait. La France est souveraine, c'est un État souverain. Si, comme les Britanniques, elle décide un jour souverainement de quitter l'Union européenne, elle le peut. Après, elle en tirera les conséquences. Non, le vrai sujet, le vrai problème, c'est la démocratie. Et la démocratie, ce n'est pas exactement la même chose que la souveraineté. Il y a, je pense que c'est ça, hein, il y a une impuissance démocratique en Europe, que les nations européennes font l'expérience très difficile, très désagréable, très amère d'une impuissance Vous démocratique. voulez nous dire qu'il y a un souci au niveau de la démocratie en Europe, c'est ça? Exactement. Elle se situerait à quel niveau? Elle se situe au niveau des citoyens qui sentent bien qu'à un moment donné, leur pouvoir politique, leur bulletin de vote, tout simplement leur bulletin de vote, leur voix, ne trouve plus de relais auprès du régime politique. Que leur bulletin de vote ne produit plus des politiques publiques, des biens publics qui correspondent à leurs préférences, qui correspondent à leurs choix. Il y a une forme de déconnexion entre ce que produisent les États, ce que produisent les gouvernements, et les préférences, le sentiment des citoyens. Et puis derrière cette déconnexion, et plus grave encore, il y a une impuissance. Il y a le sentiment que les citoyens de nos pays, de nos nations démocratiques, comment dire, on arrive de moins en moins à produire des biens publics comme la sécurité, comme la prospérité, comme la santé, comme l'école. Vous voyez, et ça, c'est très grave. C'est très grave. Alors, ben, si ces politiques-là ne représentent plus la population, qui élit finalement ces politiques, ces hommes? N'est-ce pas la population? Ben oui, mais c'est une population qui croit de moins en moins dans ce système politique. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Vous avez de plus en plus d'abstention, ou vous avez de plus en plus de votes de protestation, de contestation, des votes aux extrêmes, qui expriment non pas une irrationalité des citoyens, mais un profond ras-le-bol, tout simplement. Et ça, c'est très dangereux. On a vu en Italie que des forces populistes anti-européennes ont pu accéder au pouvoir, alors temporairement, mais un Matteo Salvini est arrivé au Mais pouvoir. n'est-ce pas la loi de la majorité, non? Et bien sûr, mais à un moment donné, vous savez, euh, les gouvernements autoritaires commencent aussi par des majorités qui finissent par être exaspérées. Et puis une fois qu'on met en place un gouvernement extrême aux tendances autoritaires, peu à peu, il y a une captation de l'État, il y a une captation du pays par ce régime qui peu à peu devient autoritaire. Et là, il y a un grand danger pour la démocratie. Vous voyez, la démocratie produit son propre danger en fait quand elle est quand elle se sent impuissante et malmenée. Et au niveau de la France, par exemple, en quoi se caractériserait, par exemple, ce souci de démocratie? Est-ce par les manifestations qui sont reprimées par la force ou Quand le jeu classique des institutions, c'est-à-dire les élections ou les syndicats, quand ça ne fonctionne plus, quand ça donne le sentiment que ça ne fonctionne plus pour une partie de la population, eh bien, inévitablement, peu à peu, on passe de d'abord la résignation, l'abstention, et puis la colère. Et les Gilets jaunes, vous savez, ça a été un moment terrible en France. Ça a été un moment de colère très profonde et d'une
pas de l'ensemble des Français, mais d'une partie significative des Français. Et donc ça, il faut l'entendre. Il faut l'entendre, il faut faire attention à ça. Il faut faire attention à ça. Et mon sentiment, c'est qu'aujourd'hui, et Emmanuel Macron et sa majorité présidentielle, avec La République En Marche, ont aussi accompagné, renforcé ce mouvement-là. Ils ont un petit peu provoqué ce mouvement de polarisation, de, de conflictualité au sein du pays. Vous voyez. Et donc, votre parti à vous propose quoi exactement pour essayer de remédier à cela? Alors, notre parti, et c'est vraiment, je pense, une de ses caractéristiques propres, c'est déjà de mettre vraiment au même plan, au même niveau d'importance, politique étrangère et politique intérieure. Parce que en France, et je pense que c'est le cas dans d'autres pays aussi, c'est comme si la politique étrangère, la diplomatie, c'était quelque chose qui ne concernait pas les citoyens. Or, nous, on pense que c'est absolument l'inverse. La politique étrangère de la France, sa diplomatie, et notamment le rapport de la France à l'Afrique et aux pays d'Afrique francophone, est quelque chose de primordial et qui a des conséquences très directes dans nos vies de tous les jours. Et donc, politique étrangère, c'est aussi important que politique intérieure. Et dans la politique intérieure, vous avez tous les sujets classiques de dignité, de service public. Mais au-delà de cela, il y a aussi une grande thématique qui relie politique étrangère et politique intérieure, c'est la démocratie. Nous, on se bat pour la démocratie en France, en Europe, mais aussi dans le monde. C'est-à-dire que toute action de la France à l'étranger, toute sa diplomatie, et spécifiquement en Afrique, doit avoir en tête cet objectif, ce principe démocratique. Voilà. Et nous, on pense que quand la France, et quand je dis la France, c'est l'État français, quand son gouvernement, quand sa diplomatie soutient d'une manière ou d'une autre des régimes qui ne sont pas démocratiques, et notamment en Afrique, contre les peuples, contre la liberté des peuples, c'est quelque chose que nous n'en voulons plus. Nous voulons stopper cela. Parce qu'on pense que ce n'est pas simplement quelque chose qui est mauvais pour l'image de la France, mais c'est quelque chose qui vient corrompre notre propre identité et notre propre société française. Avait-on vraiment besoin de créer un autre parti? Il n'y a pas un parti en France qui défendrait la même philosophie politique que vous, non? Je ne pense pas. Et puis, au-delà de cela, il y a une question d'envie. Moi, j'ai été longtemps militant du Parti socialiste français, mais à un moment donné, comme beaucoup d'autres, j'ai fini par ne plus adhérer, par rendre ma carte. Et aujourd'hui, comme beaucoup de Français qui se sentent de gauche, disons, on se sent orphelin. On ne trouve pas d'offres politiques partisanes qui nous fassent envie, en fait, tout simplement. Et donc, on s'est dit avec Sébastien Nadeau, député, et d'autres personnes, notamment mon collègue Julien Midali, pourquoi pas créer une nouvelle offre politique, quelque chose de nouveau, d'autonome, d'indépendant, je dirais à notre mesure, sans prétention, avec une forme d'humilité, pour construire patiemment quelque chose de nouveau. Et nous aussi, et c'est un appel que je veux lancer aussi sur votre chaîne de télévisée, on veut notamment mobiliser une grande force politique qui est là en puissance, en potentiel, c'est toute la diaspora franco-africaine. Tous les Français qui ont des origines africaines ou tous les binationaux franco-africains constituent une forme de pont, de lien très fort entre les deux continents, entre l'Europe et l'Afrique. Et cette force politique, nous, on veut vraiment, comment dire, l'activer, la mobiliser. Et c'est un appel que je lance à toute la diaspora franco-africaine, à tous les franco-africains. Si vraiment nos valeurs, notre message vous parle, vous touche, dans la lignée de l'action du député Sébastien Nadeau, alors rejoignez-nous. Évidemment, lancer un appel à l'endroit des franco-africains, c'est aussi leur, disons, susciter l'intérêt, comme on dit, pas d'intérêt, pas d'action. Comment entendez-vous, j'allais dire, quelle est votre vision finalement des relations entre la France et l'Afrique? Alors j'invite tous vos téléspectateurs à aller sur notre site internet qu'on vient de créer, et vous avez le manifeste, qui est une charte de valeurs qui indique, qui explique nos valeurs. Bien sûr, éducation, au sens le plus large possible, c'est-à-dire l'école, bien sûr, mais l'université, la recherche, la formation professionnelle, la culture, l'accès à la citoyenneté. Pour nous, c'est le principal levier du changement, pour le meilleur, le changement écologique, le changement social, le changement de politique étrangère. La démocratie, parce que c'est notre exigence politique. Nous, on défend une société démocratique. Et enfin, la dignité, parce que c'est disons, la boussole absolue, la valeur absolue. Dignité des individus,
dans leurs droits fondamentaux, quelle que soit leur nationalité, quel que soit leur statut, dignité des migrants, dignité des travailleurs précaires, des travailleurs pauvres, dignité des fonctionnaires, dignité de tout le monde, en fait, voilà, de tout individu, mais aussi dignité des peuples, de leur liberté, de leur fierté, de leur culture. Cela Et sous-entend aussi la révision des relations entre la France et l'Afrique. ben, c'est essentiellement cela. On a quand même l'impression qu'il y a une forme de relent très, très désagréable de France-Afrique qui perdure encore aujourd'hui, voire qui se renforce. Et moi, Français, quand je vois l'immense sentiment anti-français qui se répand partout en Afrique, je suis à la fois très lucide et très conscient que la France a une part de responsabilité dans cela, et à la fois je suis très inquiet, très triste des perspectives euh, auxquelles ça conduit. Et je crois qu'il est urgent de réviser totalement notre vision, notre rapport entre l'Europe et l'Afrique, entre la France et les différents pays d'Afrique francophone. Et, la chose très concrète à faire, c'est arrêter ce rapport asymétrique où on vient soutenir plutôt des chefs d'État qui ne sont pas des démocrates, et pour ne pas dire des dictateurs, qui, au nom de quelques contrats de grandes entreprises françaises, qui d'ailleurs finiront par s'épuiser. Parlons de peuple à peuple, et non pas de chef d'État à chef d'État. Parlons de peuple à peuple, du peuple français avec les peuples Évidemment, donc, vous, d'Afrique qui comment sont nos vous frères. entendez aborder la question, parce que vous avez parlé d'abord de ce sentiment anti-français qui est de plus en plus grandissant en Afrique. Cela est dû par ce système lugubre d'ailleurs, la France-Afrique. Vous savez de quoi je parle. Comment vous entendez aborder cette question? Comment est-ce que votre parti entend aborder cette question où les Africains, les jeunes Africains, la jeune génération africaine est actuellement de plus en plus exigeante dans la relation d'intérêt égal à égal Eh bien, entre la France et l'Afrique? d'abord dire que cette jeunesse africaine a bien raison de dire qu'elle n'est pas contente et qu'elle veut un rapport entre égaux, entre amis. Et donc, ça veut dire nous-mêmes, nous, Français, nous, Européens, arrêter, par exemple, de faire un sommet Afrique-France à Montpellier où il y a juste le président Emmanuel Macron avec son petit théâtre d'opérette, où il se fait son propre public comme cela, sans même inviter les chefs d'État africains. Donc ça, juste arrêter ce genre de choses qui ne sont pas acceptables, tout simplement. Et puis, pareil, arrêter, comment dire, tout simplement le nom même de l'Agence française de développement. Il y a quelque chose qui ne va pas. On n'est pas là pour aider les Africains à se développer. On est là pour être amis, pour créer des partenariats. Et je pense qu'un partenariat, c'est réciproque. Ce n'est pas simplement la France ou l'Europe qui vient aider certains pays d'Afrique à se développer. Non, c'est comment on peut mutuellement se renforcer. Et la France a tout autant à apprendre et a tout autant besoin du Congo, du Cameroun, du Togo, que le Togo, le Cameroun, le Congo a besoin de la France, vous voyez. Donc c'est vraiment un rapport de peuple à peuple. Pourquoi ne pas créer une grande université mondiale d'élite, je ne sais pas moi, à Conakry ou au Congo, vous voyez, où il y aurait le monde entier, dont les Européens qui viendraient se former en Afrique. Pourquoi ce serait toujours l'inverse? Pourquoi ce serait toujours les Africains qui viendraient se former à la Sorbonne, à Paris? C'est très bien, je suis pour les échanges universitaires, mais il faut que ça soit dans les deux sens, vous voyez. Donc c'est vraiment une question de vision d'abord et de valeur. Et c'est de cette vision que je vais insister là-dessus, parce qu'il y a trois éléments qui dérangent, j'allais dire, un peu les jeunes Africains. C'est la monnaie CFA. Vous savez qu'elle est totalement contrôlée par la France. Vous avez les bases militaires françaises qui sont en Afrique. Vous avez donc le soutien que vous venez d'ailleurs de décrire tout à l'heure des dictateurs, des autocrates en Afrique par une élite française. Et les Africains ne confondent pas du tout. Ils savent pertinemment qu'ils n'ont pas de problème avec les Français, mais ils ont un problème avec l'élite politique française. Voilà pourquoi moi, j'étais en train d'insister, comment entendez-vous aborder cette question avec, évidemment, les trois éléments que je viens de citer, qui sont aujourd'hui très mal perçus au niveau de l'Afrique? Eh ben, ce sont les éléments les plus importants, les plus concrets. Et là, je pense qu'il y a là aussi, il y a deux écueils. Le premier écueil, c'est de dire il faut que la France garde absolument tous ses leviers de pouvoir, donc garde absolument toutes ses bases militaires,
le franc CFA, etc. Mais l'écueil inverse, c'est de dire il faut tout arrêter. Il faut que la France dégage et qu'il n'y ait plus rien. Et plus rien, pourquoi? Pour faire la place aux Russes, aux Chinois, aux Turcs. Vous voyez, ce ne serait pas du tout rendre service à qui que ce soit, en fait. Mais est-ce Donc la que, question, n'est-ce pas que les nations ont le droit, sinon la liberté, de choisir leur partenaire? Pourquoi est-ce que ça dérangerait autant la France? ah, mais elles ont le choix, bien sûr, de choisir le partenaire, à la condition que cela soit un choix qui corresponde à la volonté du peuple, des citoyens, et pas simplement un choix tactique du dictateur en place qui passe d'un soutien de la France à la Russie. Vous voyez, là, on n'est pas du tout dans quelque chose de démocratique et qui respecte la dignité des peuples, pas du tout. C'est même l'inverse, quelque part. Donc je pense que là, il y a deux écueils voilà, opposés, et nous, ce qu'on propose, c'est en fait de réengager un dialogue de peuple à peuple, et clairement de mettre fin à des systèmes de domination ou d'influence comme le franc CFA qui ne sont pas justes. Vous voyez, qui sont pas justes. Donc il y a vraiment une remise à plat de tout ce système, et je l'insiste, de peuple à peuple, de peuple à peuple. C'est ça le plus important. L'actualité, c'est aussi ces divergences nées dans les relations entre la France et le Mali. On en parle beaucoup. Et quelle analyse faites-vous de cette situation où finalement, aujourd'hui, entre la France et le Mali, plus rien ne semble aller? C'est tout simplement quelque chose qui était assez, comment dire, pas prévisible, mais il y a une forme de logique dans cette dynamique-là. C'est un peu l'essoufflement, le point d'épuisement de ce système, de notre politique africaine de la France. Et qu'est-ce qui se passe? Que voit-on? C'est qu'il y a d'autres puissances étrangères qui profitent de cela. Après la Centrafrique, la Russie mise sur le Mali. Et bien entendu que la Russie utilise de l'arme de la propagande la plus honteuse pour aviver ce sentiment anti-français. Mais, comment dire, la Russie joue sur du velours quelque part, parce que la France a préparé le terrain. Elle a préparé le terrain de ce sentiment anti-français. Et donc là, il y a vraiment urgence. Il y a quelque chose vraiment de très urgent, en fait. Parce que les Maliens, quand même, euh, doivent s'interroger aussi. Et quand je parle des Maliens, je dis du peuple malien. Ça veut dire quoi, se mettre dans la main de Poutine? Est-ce que c'est vraiment ce que veulent les Maliens quand on voit ce qui se passe en Ukraine? Vous voyez? Donc il faut vraiment faire attention à cela, à une forme de grand basculement d'une influence française à une influence russe, parce que certains chefs militaires, dictateurs, juntes militaires, voilà, pour garder le pouvoir, pour ne pas rendre le pouvoir au peuple, vont finalement faire le choix de Wagner, par exemple, pour assurer la sécurité, le choix de l'influence russe. Donc, Est-ce que pour moi, le Mali, c'est vraiment à la oui. fois le symptôme d'un processus, d'une politique qui touche à son terme pour la France, et c'est aussi un grand signal d'alarme. Il faut vraiment qu'on se réveille, nous, Européens, nous, Français, pour qu'on propose autre chose aux Africains. Autre Et là chose aux encore, Africains? permettez-moi ce dernier mot, là Je encore, vous en prie, oui. il y a une grande force qu'il faut mobiliser, qui doit se réveiller, s'éveiller politiquement, c'est la diaspora franco-africaine, qui peut vraiment, des deux côtés de la Méditerranée, sur les deux continents, exercer tout son poids politique. Quelle serait votre politique en matière d'immigration, j'allais dire? Parce qu'on entend de plus en plus les voix se lever en France qui parlent de l'immigration comme étant de la peste. Vous, comment vous abordez cette question? C'est très simple. Le député Sébastien Nadeau a été le président de la commission d'enquête parlementaire de l'Assemblée nationale sur les migrations. Il a enquêté, il a fait pendant plusieurs mois, il a fait des centaines d'heures d'audition, il était sur le terrain, en France, en Europe, à l'international. Mais tout simplement, nous, ce qu'on défend, c'est le respect du droit, l'état de droit. D'abord, le respect de notre Constitution française, des droits qu'elle garantit à toute personne humaine, le respect du droit européen, de la Convention européenne des droits de l'homme, et le respect du droit international, de nos engagements internationaux que la France a signés en pleine souveraineté.
Donc, c'est respecter le droit de tout individu, tout simplement. Et il ne s'agit pas de dire que tout est ouvert, qu'il n'y a pas de, voilà, que tout est libre et que les frontières n'existent pas. Il s'agit surtout de respecter notre propre droit et donc d'accueillir dignement, comme on doit s'y engager, les migrants. Et vous savez, ce que le député Nadeau a constaté, et moi à ses côtés, c'est que la France ne respecte pas son droit, son propre droit vis-à-vis des migrants. Et qu'il y a même une forme il a parlé de maltraitance systémique d'État à l'encontre des migrants. Et puis au-delà de ça, c'est une erreur historique. C'est vraiment ne pas comprendre l'identité de la France. Quand on se replie sur les illusions d'un peuple ethnique français, ça n'a pas de sens quand on connaît l'histoire de France. Ça n'a aucun sens. Au contraire, c'est, comment dire, et là encore, je parle des diasporas franco-africaines, c'est un formidable souffle, c'est un formidable pont pour la France, ouvert sur tous les continents du monde. Donc soyons intelligents, en fait, tout simplement. Soyons intelligents, respectons la dignité humaine. Et Monsieur Sébastien Nadeau va-t-il se représenter aux législatives prochaines? Alors, Sébastien Nadeau a déclaré qu'il ne se représenterait pas aux législatives pour des raisons personnelles aussi, parce qu'il a fait 5 ans de mandat, que c'est un mandat qui est très exigeant et qu'il a aussi envie de faire d'autres projets. Mais il continue le combat politique. Il est le président de ce nouveau parti, EDD, Éducation, Démocratie, Dignité. J'en suis le secrétaire général. Il pousse aussi la nouvelle génération, moi, mon collègue Julien, d'autres candidats, d'autres personnes à être candidats aux élections législatives. Et donc, c'est un message aussi que je veux faire passer à tous vos soutiens, tous vos téléspectateurs. Et donc, vous-même, vous serez candidat, c'est cela? Moi, je serai candidat sur ce qu'on appelle la 10e circonscription des Français de l'étranger, c'est-à-dire tous les Français, tous les binationaux qui résident ou qui sont inscrits sur les listes électorales françaises en Afrique et au Moyen-Orient. Donc, je lance un grand appel à tous ces Français-là, à tous ces binationaux. Inscrivez-vous massivement sur les listes électorales françaises consulaires d'Afrique ou du Moyen-Orient, parce que là, on peut vraiment concentrer l'électorat, les votes, et en fait, faire élire des députés comme moi, comme d'autres, pour porter à l'Assemblée nationale française une autre vision des relations entre l'Europe et l'Afrique. Une autre vision entre l'Europe et l'Afrique. Je me rends maintenant compte que c'est plutôt l'Europe qui est placée au devant de la scène, ce n'est plus la France, c'est cela? Bah déjà, voilà, il y a aussi quelque chose qu'il faut arrêter. Il faut arrêter de parler de France, qui est un pays, et d'Afrique, qui est un continent. Il faut parler Voilà, ça, c'est d'Europe un et d'Afrique, ou problème. d'Afrique et d'Europe, de continent à continent, ou de relations entre la France et des pays spécifiques d'Afrique avec lesquels la France a des liens historiques, linguistiques très, très forts. La France, c'est, je sais pas, le Togo, par exemple, que j'affectionne beaucoup, le Cameroun, bien sûr la Guinée, le Tchad, mais ce sont des rapports de pays à pays, de peuple à peuple, pas du peuple français et du continent africain. Vous voyez, c'est ce genre de langage, de sémantique qu'il faut arrêter d'utiliser, quoi, tout simplement. En tout cas, merci Nicolas Leron d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à nos questions. Merci, En tout Christian. cas, merci, c'est moi qui vous remercie. À À vous aussi, bientôt. chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis et comme d'habitude, likez, partagez et abonnez-vous pour ceux qui venaient de nous rejoindre pour la première fois sur TLR TV. On se dit donc à très bientôt, mais d'ici là, prenez soin de vous. Merci.